DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Topnet, Accel Telecom, Bactexis, Idatis et la French Tech Tunis. عسلامة مرحبا بكم. مازلنا في الكوفرتور سبيسيال نتاعنا في فرنسا في باريس. Donc là on est dans les locaux de l'OCDE et nous sommes en compagnie de madame Karine Persé qui est la chef de l'unité de la politique de l'IA de la division de la politique de l'économie numérique في l'OCDE. Bonjour madame Persé. Bonjour. Alors nous sommes ravis que vous nous ayez accueillis donc dans vos locaux. Alors donc on est là aujourd'hui effectivement pour faire une petite interview autour d'un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle et vous êtes justement chef de l'unité de l'intelligence artificielle à l'OCDE et on voulait d'abord savoir ce que vous faites dans cette unité, si vous pouvez nous présenter votre rôle, votre unité, vos équipes, sur quoi vous travaillez. Avec grand plaisir. Donc, je travaille pour l'OCDE, qui est une organisation intergouvernementale qui regroupe 38 pays membres et énormément de pays partenaires. Et qui travaille nous travaillons depuis 2016 sur l'intelligence artificielle. Donc en 2019, nous avons développé les principes OCDE sur l'intelligence artificielle, qui sont 10 principes en fait, dont 5 valeurs que doivent respecter les développeurs de systèmes d'intelligence artificielle et 5 principes de politique publique pour mettre en œuvre une intelligence artificielle qui bénéficie aux sociétés et aux économies de manière large. Donc depuis 2019, nous travaillons sur l'implémentation de ces principes par plusieurs biais. Nous avons des groupes de travail officiels qui regroupent les pays donc de l'OCDE et d'autres pays partenaires, bien d'autres pays partenaires, et qui travaillent sur les priorités nationales en matière d'intelligence artificielle. Nous avons un énorme groupe d'experts qui aident ces pays à avoir des politiques, des recommandations qui tiennent la route, point de vue technologique, et qui soient vraiment basées sur la réalité technologique de ce qu'on peut et de ce qu'on peut pas faire. Donc on a aujourd'hui près de 400 experts qui nous aident, et puis nous avons lancé et nous améliorons tous les jours une plateforme qui s'appelle OECD, oecd.ai, qui contient énormément d'informations pour éclairer les politiques publiques, mais pas seulement, qui contient des informations sur les initiatives de plus de 60 pays, y compris la Tunisie. Donc il y a une page pour la Tunisie, oui, qui explique les skills qui sont demandés aujourd'hui sur le marché de l'emploi par les entreprises qui recrutent en IA, et beaucoup d'autres informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, point de vue qualitatif et quantitatif. Très bien. Alors justement, pour revenir un peu sur cette intelligence artificielle qui s'introduit un peu dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc, certains considèrent que c'est même une espèce de levier pour l'économie numérique. Certains la considèrent un danger carrément pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour expliquer aux gens que finalement, est-ce que c'est réellement ce monstre qu'on voit, ou est-ce vraiment une opportunité? Alors, ce sont les deux. C'est une opportunité fabuleuse qui s'offre à nous si nous l'utilisons de manière responsable. Et c'est ce à quoi nous travaillons très fort à l'OCDE en partenariat avec beaucoup d'autres organisations internationales beaucoup d'autres acteurs multipartites. Donc par exemple avec l'UNESCO, avec la Banque mondiale, avec les pays et le secteur privé. Comment faire pour maximiser les bénéfices pour l'économie et en même temps diminuer ou mitiger les risques pour la société. Donc c'est vraiment ce sur quoi nous travaillons tous les jours. Très bien. Alors, il y a quand même des gens qui pensent toujours que ça peut éventuellement
par exemple, je ne sais pas, représenter un risque ou une menace pour les minorités dans certains pays, dans certains contextes. Notamment, il y a aussi donc une certaine crainte, une certaine préoccupation par rapport à ça. Que diriez-vous à ces gens-là donc? Alors, l'intelligence artificielle est un outil. C'est un outil technologique qui, comme tous les outils, peut être misused, donc utilisé contre des populations, contre des minorités. Et c'est un vrai risque. Mais qui est le même risque que d'autres technologies. Simplement, l'intelligence artificielle elle permet de gérer une quantité de données phénoménale, accroît les possibilités d'abus de manière parfois exponentielle. Et donc, c'est un vrai risque qui demande de vraies politiques à l'échelle internationale et une vraie réalisation de ces risques. Et, si possible, de limiter ces risques. Donc, par exemple, dans certains pays qui sont plus autoritaires, le risque est plus important. Et donc, juste mentionner que beaucoup de pays se sont ralliés au principe OCDE de l'IA qui justement requiert que les pays n'utilisent pas l'intelligence artificielle contre les minorités. À outrance, quoi. Oui. D'accord. Et sinon, pour la partie métier, parce qu'on voit que quelque part, dans certains secteurs d'activité, il y a presque une substitution de l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, si on peut dire ça comme ça. Et certains pensent qu'effectivement, il y aura un jour où cette intelligence artificielle, une fois avancée, elle pourrait prendre effectivement la place de certaines personnes, la place de l'humain dans certains secteurs d'activité. Je sais pas, je prendrais par exemple, là on a l'IA générative, effectivement, avec tout ce qu'elle génère comme contenu, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, etc. Donc, je ne sais pas si cela, effectivement, menace quelque part les emplois, peut-être. Alors, les emplois tels qu'ils sont structurés aujourd'hui, certainement. Par contre, ça prendra du temps, ça prendra longtemps. On a vu à travers les révolutions technologiques que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que ça requiert des restructurations, des réorganisations organisationnelles et que l'adoption en fait de l'IA a été jusqu'aujourd'hui assez lente. Alors elle s'est accélérée énormément depuis décembre avec justement l'introduction de ChatGPT qui tout d'un coup a mis un outil facile d'utilisation à portée de tout et chacun. Et donc, qui a changé la donne finalement, puisque tout d'un coup, n'importe qui a accès à ChatGPT et à tout un champ de possibilités nouvelles. Et donc, on voit, par exemple, dans des métiers tels que le métier de développeur informatique, software developers, que sur les études, les études commencent, donc on n'a pas encore des chiffres qui couvrent tous les domaines d'activité, mais par exemple, dans ce qui concerne les développeurs informatiques, on voit que l'utilisation de ChatGPT et d'autres outils similaires comme Copilot de GitHub augmentent leur productivité de plus de 50%, près de 60%. Ce qui veut dire qu'un développeur peut développer, pas tout à fait aujourd'hui le double, mais énormément plus de code que ce qu'il ne pouvait faire hier. C'est incroyable. C'est un levier d'efficacité. C'est un levier d'efficacité fabuleux. Et donc, on peut imaginer la même chose à travers tous les métiers. Ensuite, il est peu probable que cela remplace ces codeurs, que ça remplace des développeurs qui sont expérimentés, puisqu'ils savent quel code utiliser, ils ont l'expérience nécessaire pour juger la génération de ce code-là. L'inquiétude aujourd'hui est au niveau des jobs, plutôt des entrance jobs, des jobs des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi et qui ont besoin de cette phase d'apprentissage et qui n'ont pas cette expérience-là
et qui du coup, là pour le coup, n'ont pas forcément autant d'avantages par rapport à ce que peut générer un système d'IA. Donc c'est une des questions que se posent donc tous les ministères de l'emploi à travers les pays du monde aujourd'hui. Hein. Comment faire pour pouvoir obtenir des experts alors qu'il y aura moins de demandes pour ces experts, ces personnes pendant une phase d'apprentissage. Très bien. Alors, je sais que justement, tout à l'heure, vous l'avez dit au début de notre interview, l'OCDE travaille, ou du moins votre unité travaille sur beaucoup de programmes pour faire en sorte que l'IA aujourd'hui soit utilisée dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt des populations, pour en tirer justement le maximum. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de programmes ou de projets que vous êtes en train de mettre en œuvre, peut-être avec les gouvernements, les pays membres de l'OCDE ? Oui, avec plaisir. Donc, on a beaucoup d'initiatives qui sont répertoriées sur oecd.ai. Et notamment, je mentionnerai ici, on a un catalogue d'outils et de metrics pour une IA responsable. Donc, qui est en fait un catalogue d'outils qui existe et que des sociétés, des développeurs, n'importe qui peut utiliser pour s'assurer que leur IA, que leurs données ne sont pas biaisées, pour contrôler les outputs, pour mesurer différents aspects et s'assurer un petit peu de la qualité de leur système. Et cet outil est très 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 intéressant est porté à grandir. Donc nous lançons cet automne un Global Challenge avec d'autres partenaires internationaux pour trouver des solutions. Là, ce sera particulier à un type de problème particulier qui est en fait la génération de désinformation par les IA génératives. Et là où c'est un domaine dans lequel nous pensons et les gouvernements membres de l'OCDE et les gouvernements partenaires également pensent que les solutions actuelles ne sont probablement pas suffisantes, ne pourront pas résoudre le problème qui va être massif, notamment en vue d'élections et de la capacité de l'IA générative à générer des informations personnalisées qui ont l'air crédibles et qui sont très difficiles pour les individus à distinguer de contenus produits par des humains. Donc un global challenge sur Trust Online. Et je suppose que c'est ouvert à toutes sortes de structures, des startups, des entreprises privées. Voilà, c'est ouvert à toutes les structures et les startups en première ligne, mais d'autres aussi. Structures publiques, privées. Nous lancerons le challenge, nous l'annoncerons bientôt et puis il sera mis en œuvre à l'automne. Très bien, très bien. Alors, il y a un autre aspect sur lequel je voudrais revenir. Et en termes de politique publique, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques peut-être pour appuyer les gouvernements et les États en termes de législation, de régulation ? Alors, pour l'heure, il y a beaucoup d'initiatives réglementaires dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de communication entre les parlementaires, notamment. Dans le cadre, notamment, l'OCDE a le OECD Global Parliamentary Network qui regroupe, je crois, 150 pays, des parlementaires de 150 pays, et donc qui discutent de leurs initiatives parlementaires. Pour l'heure, nous n'avons pas encore une seule réglementation spécifique à l'IA qui est en œuvre. Donc, il y a des discussions, bien sûr, le AI Act, le EU AI Act au niveau de l'Union européenne est le premier, est le sujet de beaucoup de discussions. Nous travaillons de manière étroite avec la Commission européenne et les institutions européennes sur ce projet réglementaire, mais il y a énormément d'initiatives au Brésil, au Chili et au Canada, dans d'autres pays. Donc pour l'heure, on en est à essayer de voir quels sont les modèles qui peuvent fonctionner et surtout, je dirais,
une fois qu'on parle de réglementation, ce qui est très important, c'est de développer des réglementations qui peuvent tenir la route sur le long terme, qui ne soient pas dépassées en 2 mois. Parce que là, on a une technologie qui évolue tellement vite que les solutions réglementaires auront forcément du mal à suivre. Et donc, il faut qu'elles soient flexibles et qu'elles se basent sur des standards et qu'elles puissent évoluer au fur et à mesure que la technologie évolue. Donc, qu'elles soient un petit peu générales, finalement. Très bien. Alors, juste un petit rappel avant de conclure notre interview. Tout à l'heure, vous avez mentionné donc, une plateforme sur laquelle les gens peuvent regarder effectivement le baromètre du marché de l'emploi, c'est ça? En lien avec l'intelligence artificielle? Oui, donc peuvent sur oecd.ai qui est également disponible en français. On a une section données et tendances. Et là, on regarde, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse en temps réel toutes les offres d'emploi à travers le monde, sur toutes les plateformes d'offres d'emploi, et on analyse pour les emplois qui sont dans le secteur numérique, qui ont trait à l'IA, et là, quelles sont les qualifications qui sont demandées en termes de langage, en termes de compétences, etc. Et donc voilà, c'est en temps réel. Et puis c'est important, c'est très important pour tous ceux qui veulent rentrer dans le marché du travail de regarder ce qui se passe aujourd'hui et de ne pas apprendre par exemple des langages qui étaient utilisés il y a 3-4 ans mais qui aujourd'hui ne sont plus en demande dans les entreprises. Très bien. Alors, juste une dernière question, parce que je voudrais bien votre avis d'experte sur ça. Alors, on a vu qu'il y a quelque temps, il y a tout un groupe d'universitaires et de chercheurs, etc., et de personnalités internationales qui ont quand même signé une pétition pour exiger qu'on fasse une pause quelque part sur la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. Et moi, personnellement, je me demandais pourquoi est-ce qu'on irait dans une pause dans la recherche et le développement de cette intelligence artificielle, alors qu'on voit que ça bouillonne quand même un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'intérêt de... Bon, il y a eu plusieurs initiatives, y compris d'autres qui étaient plus orientées. IAAA a également lancé une lettre. Il y a plusieurs lettres qui ont été écrites. Il y a plusieurs initiatives. Je pense que l'intérêt de toutes ces initiatives principales qui sont très importantes est de vraiment bring attention to the issues, que les problématiques, il reste des problèmes sur ces modèles génératifs notamment, il reste des problèmes importants. Les gouvernements, les pays, les populations ne sont pas forcément prêtes, les écoles ne sont pas prêtes, les instituts de recherche ne sont pas prêts, personne n'est vraiment prêt. Les musiciens, les créatifs ne sont pas vraiment prêts. Donc ça a énormément de signification, d'implication sociétale. Et l'idée, je pense, c'est de vraiment faire que les politiques et autres se rendent compte que là, on est en train de changer très 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 vite sans avoir vraiment le temps de réfléchir à comment le faire de manière sécure, safe et de manière qui privilégie vraiment la population au sens large, toutes les populations. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Topnet, Accel Telecom, Bactexis, Idatis et la French Tech Tunis.